J'ai le plaisir pour le panel cette fois d'experts, regard croisé d'experts, qui traitera du thème partenariat stratégique et développement dans le secteur de l'assurance. Nous allons nous adresser aux partenaires des compagnies d'assurance qui sont soit dans la distribution ou dans des sujets d'expertise ou de courtage sur différentes thématiques, notamment le risque de crédit. Donc j'ai le plaisir d'accueillir dans un premier temps Rizlan Mikou, que je vais vous présenter très rapidement. Donc Rizlan Mikou et bonjour à vous Rizlan, comment allez-vous? Bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir, merci d'être parmi nous. Donc vous êtes, merci beaucoup. Et vous êtes directrice générale donc de Biasure March, un courtier de référence de place adossé évidemment au géant mondial March au niveau du marché marocain. Vous avez été directeur opérationnel chez Vidal Assurance, notre grand courtier de référence à l'échelle marocaine. Vous avez travaillé également chez un grand courtier de place en tant que chef d'équipe, bref, et chargé de relations clients. On peut dire que vous avez vraiment gravi les échelons du métier avec vraiment un gros focus sur le client, qui est un sujet très important. La finalité de tout ce qu'on peut imaginer dans les écosystèmes assurantiels, évidemment, c'est de bien servir le client. On l'a beaucoup dit déjà dans l'introduction. Bonjour. Comment allez-vous, Fabrice? Ça fait plaisir de vous entendre. Est-ce que vous êtes à Casablanca ou à Paris en ce moment? Non, en ce moment, je suis à Paris. Bon, vous avez un pied au nord. Parfait, c'est des questions de restriction, mais j'entends bien que vous avez un pied au nord et au sud. Hein. Absolument. Merci beaucoup, j'ai le plaisir de vous accueillir. Donc, cher Fabrice, en votre qualité donc, de Head of Development Group pour le Maghreb et l'Afrique francophone et l'Afrique francophone, pardon, chez Galtier, Expertise Galtier, pardon. Vous avez une expertise importante dans le domaine de l'évaluation immobilière, entre autres, hein, et en tant que CEO précédemment de FL Expertise et Conseil. Vous avez été CEO Maghreb et French Speaking Africa pour la zone MENA vraiment de JLL. Pendant de nombreuses années, vous interveniez dans ce groupe. Et puis votre CV, évidemment, qui est édifiant en termes d'expertise métier. Alors, des termes barbares, je me permets de les citer pour nous, les néophytes en la matière. Frix, Hervé, Rêve, etc. Bon, Brix, on connaît. Frix, c'est, j'imagine, fellow du RICS. Il s'agit là de toutes les distinctions mondiales en matière d'évaluation immobilière et d'expertise. Vous travaillez en face des compagnies d'assurance, notamment dans l'expertise des risques. Vous en direz un peu plus tout à l'heure. En tout cas, l'expertise de l'occurrence des risques lorsqu'il y a sinistralité et sinistre, pardon. Bienvenue à vous à nouveau. Et ensuite, nous avons un autre fellow, puisqu'on parle des fellows aujourd'hui, donc Rodney Smith. Comment va, mon cher Rodney? Voilà, ça va très bien ici. Merci, mon cher Trish. Ça fait plaisir de vous accueillir. Hein. Vous êtes parmi nous. Mais c'est un grand plaisir. Vous êtes toujours parmi nous au rendez-vous et vous répondez à l'accueil. Donc, vous avez un parcours absolument remarquable. Hein. Je ne vais pas le citer, mais vous êtes également expert, loss adjuster en anglais, donc expert en assurance. Les Lloyd's de Londres n'ont aucun secret pour vous. Les formations du Chartered Insurance Institute que nous représentons au Maroc n'en ont pas non plus. Vous êtes fellow du CII et évidemment, vous avez un parcours brillant en tant qu'expert formateur. Vous avez dédié maintenant les dernières années de ces dernières années plutôt depuis votre activité de transfert en tant qu'expert formateur à l'international. Parfait francophone, évidemment parfait anglophone. Je cache la très belle langue toujours, mais donc, pas de souci, j'espère. Hein? On a eu le plaisir de vous accueillir pour une formation à Casablanca. Personne n'a fait de remarques sur votre niveau de langue et c'était il y a quelques années, donc je vois que du progrès. Voilà, c'est trop long ça maintenant. Mais donc, on va revenir un de ces jours, j'en suis certain. Avec plaisir, on sera heureux de vous accueillir. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est vous interpeller chacun sur votre panel introductif. Donc pour Rizlan Mikou, vous nous avez donné quelques éléments. Vous allez parler au niveau du Maroc et avec peut-être un benchmark international rapide sur ce qui se passe au niveau du groupe March. Vos choix d'intervention sont liés à la technologie, évidemment, parce que c'est important au cadre de votre organisation. Vous avez un très gros focus client. Vous vous targuez, et vous le dites avec beaucoup de fierté, que le client est au cœur de toutes vos préoccupations. On en a parlé ensemble et on le voit sur le marché. Vous avez aussi pour intention de nous parler de la stratégie, des enjeux stratégiques, de gouvernance, d'innovation en termes de ce que sont les partenariats au cœur de l'assurance. Évidemment, vous travaillez en face des compagnies d'assurance et en partenariat avec ces dernières, mais également avec d'autres organismes qui vous permettent de livrer une prestation de qualité. Et pour notre cher Rod Smith, les éléments d'intervention seront liés alors à une problématique centrale, on a parlé tout à l'heure de perte d'exploitation. Quel est l'impact de cette perte d'exploitation aujourd'hui sur le marché britannique? D'abord sur les opérateurs économiques,
mais aussi ceci crée une polémique assez importante en termes notamment d'aggravation de l'image de certaines compagnies d'assurance qui pourraient peut-être, semblerait-il, indemniser leurs clients et qui ne seraient pas forcément, ou en tout cas dans la bonne posture. Et parfois, c'est qu'une question de communication. Vous savez très bien que si, comme l'a dit Béchir Badou dans son propos introductif lorsqu'il inaugurait cette belle journée, les compagnies ont leurs limites financières en la matière, alors qu'en est-il de la communication des compagnies financières vis-à-vis du grand public? Je conclurai en disant que le CII est un organisme qui a pour vocation depuis plus d'un siècle d'instaurer la confiance dans le public envers leurs assureurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand vous prendrez la parole à ce sujet? Première question donc vers Rizal Mikou. Ravi de vous accueillir à nouveau. Quel est votre état des lieux par rapport aux changements, aux nouvelles tendances qui se sont installées depuis le démarrage de cette grande crise? Vous avez exactement 5 minutes chrono. Ça nous laissera un temps de regard croisé entre vous et vos chers copanélistes. Bienvenue à vous à nouveau. Merci. Écoutez, merci beaucoup de me donner l'occasion un petit peu de parler de mon expérience et aussi de ce que nous vivons depuis dans le secteur de l'assurance après la Covid-19. Effectivement, la crise sanitaire nous a permis ou a permis d'accélérer les tendances de digitalisation, de e-commerce, de télétravail, etc. Et tous les secteurs ont suivi ces tendances. Le secteur de l'assurance a essayé lui-même de poursuivre dans cette tendance et on a été obligé de se digitaliser aussi, de proposer des innovations en termes de gestion des polices d'assurance, mais aussi de souscription. La position dans laquelle je suis me permet d'avoir effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, deux regards. Le premier est celui du Maroc, mais un autre regard grâce au groupe auquel on appartient et qui, lui, est le premier courtier à travers le monde. Et nous travaillons en grande proximité avec la région MENA, mais aussi avec Londres, avec nos collègues de Paris. Et nous voyons que la différence de gestion, la différence de la relation client, il y a un gap assez important. Et je pense que le secteur des assurances au Maroc devrait pouvoir lui-même se donner comme objectif de développer une nouvelle collaboration avec des acteurs stratégiques. Ces acteurs qui vont lui permettre aussi d'accompagner la disruption, mais aussi de gagner en envergure avec de nouvelles innovations. Et ces innovations vont nous permettre de nous rapprocher de nos clients, de leur offrir des services au quotidien qui répondent plus à leurs besoins, d'avoir une meilleure proximité avec eux. Et ceci, c'est à travers des plateformes de télémédecine, c'est-à-dire pouvoir prendre un rendez-vous avec un médecin en téléconsultation et que leur dossier puisse être ouvert juste après la téléconsultation directement chez l'assureur via cette plateforme-là ou via un smartphone, pouvoir aussi déclarer un sinistre multirisque habitation ou dommage dans une grande entreprise à travers des moyens plus simples, notamment un email ou une plateforme de télédéclaration. La Covid-19 a permis aux compagnies d'assurance de réaliser aussi qu'il était possible de travailler différemment parce qu'ils étaient tous en télétravail et donc les opérateurs géraient notamment les dossiers maladies de leur domicile. On a pu digitaliser certaines choses, notamment tout ce qui est prise en charge grâce à l'aide de nos partenaires, les cliniques, mais aussi grâce aux opérateurs comme les pharmacies, et tout ce qui est auxiliaires médicaux. Donc, ça nous prouve aussi que le Maroc est capable, ou le secteur des assurances au Maroc est capable d'aller de l'avant. Il a tout à fait les capacités, les compétences requises pour pouvoir aller de l'avant et offrir un meilleur service à son client, mais aussi se rapprocher de lui. Nous, en tant que courtier international, nous avons centré, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Driss, notre cœur de métier autour de la relation client. Le plus important pour nous, c'est avoir une proximité avec notre client, pouvoir lui répondre et répondre à ses besoins, avoir toujours réponse à ses besoins en termes d'assurance à travers de l'innovation,
c'est-à-dire de nouveaux produits, de nouvelles conventions, que ce soit une convention avec un ordre des architectes ou une convention avec des associations, pouvoir leur offrir des couvertures qui répondraient plus à leurs besoins. Ça fait partie de notre cœur de métier. Nos salariés et les personnes qui travaillent chez BIA sur Marche ont dans leur cœur de métier ou dans leur principal objectif pouvoir être très proche de leurs clients. Mais aussi tout en gardant un minimum de traditionnalité, parce que le métier est quand même le métier de l'assurance est un métier très ancien qui requiert un minimum de technicité pour pouvoir toujours répondre aux besoins du client. Une logique, finalement, les activités de digitalisation de certains éléments de service vis-à-vis du client, évidemment, d'une capacité de lui donner l'accès à l'information aussi avec plus de transparence et de travailler en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes à la chaîne de valeur assurantielle est un des moyens vraiment de fidéliser ce client, si j'entends bien, puisque tout est orienté vers le client et pour faire en sorte que l'expérience client soit au meilleur niveau possible. Merci beaucoup, Rizal, pour cette introduction très intéressante. Et puis maintenant, je propose de passer la parole à notre cher, pardon, alors désolé, tant pour moi, Fabrice Léger. Donc, on va aller au nord de la Méditerranée, mais également avec un regard au sud, hein, puisque Fabrice, vous avez une vue d'ensemble très large du marché mondial de l'assurance, du point de vue de l'expertise que vous menez. Donc, merci de nous en dire un peu plus sur votre état des lieux. Bien, effectivement, j'ai un pied à Paris et un pied à Casablanca, et j'ai 2 drapeaux dans le cœur. Donc, avec beaucoup de plaisir, je suis régulièrement sur Casa et sur le Royaume. Tout à l'heure, Driss, vous parliez des experts techniques et des compétences avec Sibachi Abadou, qui évoquait le sujet de formation. Je voudrais effectivement mettre l'accent sur l'importance de la formation initiale et de la formation continue. Je vais commencer, si vous voulez bien, par faire un parallèle entre les compagnies d'assurance et l'immobilier. Les compagnies d'assurance ont toujours eu une étroite relation avec l'immobilier. Il y a d'abord l'immobilier d'exploitation, hein, et les compagnies ont des agences de représentation, des bureaux, etc. Il y a aussi l'immobilier de placement, une partie des primes collectées est placée dans l'immobilier pour faire face à des catastrophes, au cas où, hein. Puis, il y a l'immobilier qui est assuré par la compagnie et l'indemnisation des préjudices subis en cas de sinistre, incendie, inondation ou simple dégâts des eaux. C'est le même système dans de nombreux pays et c'est la même organisation, et le sujet de l'immobilier est donc très important. Le sujet est tellement important que le législateur et les autorités de tutelle, généralement, souhaitent régler certains points et organiser certaines bonnes pratiques. Alors, pour l'exemple de la France, dans les années 90, la CAM, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, a publié un décret modifiant le code des assurances, et était devenu obligatoire pour les compagnies et pour les mutuelles de faire procéder à l'expertise de la valeur de leurs immeubles ou de leurs parts et de leurs actions tous les 5 ans, avec une actualisation annuelle. Ça a très bien fonctionné pendant les premières années. Puis en 95, plusieurs organismes ont mis le doigt sur un point important: l'indépendance de l'expert et l'absence de conflit d'intérêts dans la valorisation des immeubles. Ainsi, la commission des opérations de bourse, le Conseil national de la comptabilité, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances ont souhaité que les expertises soient réalisées par des experts externes. Voilà. Donc c'était une avancée supplémentaire. Puis la COB, en 2000, a émis certaines recommandations concernant les méthodes d'expertise, la déontologie, etc. Donc voilà, en tout cas, en conclusion, il fallait avoir recours à des experts indépendants et compétents, que l'on soit à Marseille, Casablanca, Barcelone. Je pense que c'est la même problématique dans l'ensemble pour l'ensemble des compagnies d'assurance. Mais que fait-on lorsqu'une profession, comment fait-on lorsqu'une profession n'est pas réglementée? Comment s'assure-t-on de la qualité d'un prestataire, d'un éventuel futur partenaire, si il exerce un métier qui n'est pas réglementé?
Alors, il y a deux réponses à ça. Il y a le monde associatif professionnel, qui est généralement très, très actif, et puis les certifications professionnelles qui en découlent. Lorsque l'État n'a pas réglementé une profession, ce sont les professionnels eux-mêmes qui se réunissent et tentent d'organiser leur activité, les bonnes pratiques, la déontologie, l'éthique, etc. D'ailleurs, parfois, il vaut mieux que l'État ne s'occupe pas de réglementer certaines professions, car il leur arrive souvent d'oublier l'essentiel, qu'ils ne connaissent pas forcément et de façon démagogique s'occupent de plafonner les honoraires. Hein, plafonner les honoraires, c'est aussi plafonner la qualité, donc vaut mieux éviter qu'effectivement parfois l'État s'occupe de certaines choses. Alors, au sein du royaume, comment est organisée la profession d'expert immobilier? Hein, puisque c'est une profession qui n'est pas réglementée. Alors, même si l'intervention des experts immobiliers est organisée par certaines lois, notamment celles qui traitent des OPCI, mais aujourd'hui, les experts immobiliers, tout le monde peut avoir une carte de visite marquée expert immobilier et il n'ira pas en prison. Hein. Donc, les associations professionnelles qui œuvrent au Maroc, il y a d'abord l'ARIX, hein, vous en parliez tout à l'heure, Driss. L'ARIX est une association internationale qui compte à peu près 150 000 membres dans le monde. À Londres, si vous voulez travailler dans l'immobilier et que vous n'avez pas le label RICS, c'est comme si vous n'aviez pas le bac. Il vous sera difficile de progresser au niveau hiérarchique. Hein. C'est un label indispensable. Au Maroc, nous sommes à peu près une cinquantaine de membres et ça grossit chaque année. On a de plus en plus de gens qui passent l'ensemble des certifications et qui sont avec ce label de qualité. L'important avec la RICS, c'est l'accompagnement permanent des experts dans leur formation. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a une obligation de formation chaque année. Hein. Un expert, même quand il a 30 ans de métier, doit pouvoir justifier de 20 heures de formation et d'actualisation de ses connaissances par an. Hein. Si vous ne les avez pas, vous avez un penalty et vous risquez d'être radié de la RICS. C'est un élément important. Pour la formation, il y a un institut qui est de l'ICH à Rabat, qui est très très bien mené et il y a une équipe pédagogique formidable et donc un enseignement de qualité. Vous avez également à l'Université internationale de Rabat, il y a un master de l'ESSEC qui parle d'aménagement de la ville et il y a des sujets d'expertise immobilière. Donc il y a des formations de qualité qui sont dispensées au Maroc. Fabrice, si vous me permettez, puisque vous arrivez, faites un focus sur le Maroc et Oui. merci de faire cet aperçu détaillé sur les sujets des compétences, notamment liées à votre métier. Moi, j'aimerais comprendre aussi pour nos chers auditeurs, de votre point de vue, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée à votre client dans votre métier à vous lorsqu'il y a un sinistre et qu'il est en face d'une compagnie d'assurance qui dit, écoutez, je considère que la valeur de votre indemnisation ne correspond pas à ce que vous attendez. Bon, oui, vous êtes du côté du client, j'imagine. Vous êtes mandaté par le client dans votre prestation, n'est-ce pas? Et Oui, comment vous absolument. travaillez? Nous sommes experts d'assurés. C'est ça. Nous Donc, sommes experts d'assurés. comment vous créez cette trilogie équilibrée, harmonieuse? On en parle un peu dans notre propos préparatoire, de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les forces, si vous voulez. C'est la compagnie qui a quand même la souveraineté de décision du niveau d'indemnisation, même si vous dit que c'est bien réglementé, évidemment. Mais vous êtes là finalement pour défendre l'intérêt de votre assuré et vous arrivez quand même à travailler en logique partenariale avec les compagnies d'assurance. C'est quoi le modèle, s'il vous plaît, vraiment en quelques mots? C'est pas parce que on est face à la compagnie d'assurance qu'on doit raconter n'importe quoi pour essayer d'en tirer un maximum. Donc c'est ça le sujet. Et deux experts dignes de ce nom devraient arriver pas très très loin l'un de l'autre, hein, en termes de valorisation de préjudice subi par un assuré. Et ça c'est très important. Effectivement, j'ai entendu parler de certains cas où l'expert de la compagnie d'assurance arrivait à une valeur et l'expert de l'assuré arrivé à 2 fois, 3 fois, 4 fois la valeur. Donc là, c'est pas sérieux et les experts ne sont pas de vrais experts lorsqu'ils sont très très éloignés comme ça. Je veux dire, normalement, dans les mêmes méthodes, on a les mêmes formations, ce sont des ingénieurs, donc il n'y a pas de sujet. Voilà. Après, il y a une question d'appréciation qui peut être différente, il y a un angle différent, mais de toute façon, on ne doit pas être à des années-lumière l'un de l'autre, très clairement. Sinon, c'est une question. On n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Donc, vous êtes très bien, mais alors concrètement, vous êtes conseiller des clients, vous défendez leurs intérêts, mais j'essaie de comprendre du point de vue de la compagnie, quand il y a une grosse opposition en termes de la valeur d'expertise que vous posez, et est-ce que quel est le montant d'indemnisation du point de vue de la compagnie?
vous êtes force de conciliation entre les deux. Donc, pour conclure sur votre propos introductif, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Et globalement, mondialement parlant, depuis, vous parlez d'immobilier, j'ai une question à vous poser, puisque vous avez dit que c'est une des composantes importantes du point de vue des compagnies d'assurance, mais également globalement dans les économies. Une analyse d'expert, peut-être une question à un expert que j'aimerais vous poser, qui est intéressante. Que va-t-il advenir de tous ces édifices immobiliers dédiés à des plateaux de bureaux, à des organisations qui aujourd'hui sont en train de passer en mode télétravail? Quelles sont les prévisions attendues en tout cas, quel est l'état des lieux déjà par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une baisse de l'immobilier mondialement parlant? J'imagine que oui. Enfin, c'est ce que disent les chiffres en tout cas. Oui, alors, après, la baisse, c'est un épisode dans la vie d'un immeuble, c'est un épisode dans la vie d'un fonds d'investissement. C'est pas parce que un hôtel est vide qu'il ne vaut plus rien. C'est pas parce que personne veut acheter en ce moment un centre commercial qu'un centre commercial ne vaut rien. Donc, il y a toujours une valeur en fonction des flux financiers et sécurisés que l'on peut avoir d'un immeuble. Pour répondre à votre question concernant les bureaux, là encore, il y a le télétravail, mais va y avoir une mue qui va s'opérer sur les bureaux. Les bureaux, ça ne sera pas uniquement des immeubles dans lesquels on mettra des desks avec des gens qui sont devant un ordinateur. Il y aura des espaces de vie beaucoup plus adaptés différemment. Je pense que le quartier CFC ne va pas se vider et je pense que les tours qui sont en cours de construction trouveront preneur normalement et il n'y aura pas de sujet de crise d'immobilier avec ce télétravail qui existait déjà un petit peu dans certaines sociétés. Nous, chez Galtier, on est en télétravail non dit, mais ça existe depuis très longtemps. Excellent. Non, c'est génial, merci beaucoup. Et donc, une très bonne nouvelle pour les assureurs, de la matière assurable en matière d'assurance liée notamment à ces immeubles, hein. On connaît bien les différentes couvertures qui sont possibles en responsabilité civile et autres. Merci beaucoup, mon cher Fabrice, pour cette introduction. Je vous redonnerai la parole juste après. Donc, on va aller maintenant dans une très belle île que j'apprécie beaucoup pour y avoir passé quelques années. Nous allons nous rendre à Londres pour écouter notre cher Rodney Smith, vous allez nous parler de justement de cette notion de perte d'exploitation aggravée et quelles sont sur les segments de marché que vous voulez bien choisir les conséquences. Mais avant, j'aimerais quand même que vous nous donniez un aperçu global, macroéconomique de la situation que connaît le Royaume-Uni, en tout cas son secteur assurantiel depuis le Brexit. C'est peut-être important de nous en parler un petit peu. Merci beaucoup. Et puis, vous avez vos 5 à 6 minutes d'intervention. Merci, cher Brice. Oui, c'était le mot inévitable, n'est-ce pas, le désastre du Brexit, sans parler de la politique. Et merci tout d'abord pour cette invitation. Je te félicite, cher Brice, vivement pour cet événement. Oui, nous discutons aujourd'hui effectivement des partenariats. Donc, moi, je voudrais vous parler ce matin du partenariat le plus important pour nous tous, c'est-à-dire le partenariat entre l'assureur et ses clients, les assurés. C'est pas un mariage, mais je suis absolument d'accord avec Ghislaine et Fabrice aussi. C'est une question pour nous de trouver un bon niveau de proximité avec le client. Et ce que j'ai très, très souvent fait en gérant les dossiers pour les sinistres. Mes dossiers favoris, si j'ose le dire, c'est un peu bizarre, mais ça a toujours été les dossiers en perte d'exploitation, business interruption en anglais. Et regardons, la COVID a causé la plus grande perte d'exploitation, la plus grande baisse d'activité jamais subi par nos petites et moyennes entreprises. Elles attendaient bien sûr le concours de leurs assureurs. Au Royaume-Uni, ici, les assureurs avaient vendu aux PME des milliers, peut-être des centaines de milliers de garanties spécifiquement, je souligne, spécifiquement contre l'interdiction d'accès aux locaux suite aux maladies infectieuses, denial of access and notifiable diseases extensions en anglais. Pour la plupart, ces contrats, malheureusement, étaient assez mal écrits
Et Rodney, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que les entreprises ouais, ont été interdites d'accès à ouais, enfin, ouais, oui, les oui, oui. dirigeants, les collaborateurs, à leurs locaux de travail, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Vous imaginez un restaurant d'à côté qui a fermé par suite au confinement. Donc, ils attendaient, bien sûr, d'être indemnisés par le assureur qui leur a vendu une garantie spécifiquement contre l'interdiction d'accès suite aux maladies infectieuses. Oui, il y a des contrats variables, c'est sûr, mais ce sont les grandes lignes des garanties proposées, vendues ici pendant des années, des années. Et donc, on attendait naturellement d'être indemnisé par son assureur, mais malheureusement, euh, beaucoup de nos assureurs ont quitté le terrain. Ils ont abandonné le client au moment le plus clair imaginable. C'est très triste puisque pour moi, c'est la déontologie d'un assureur d'être à côté de ses clients au moment le plus triste de ses activités. C'est pour nous de chercher, si nous pouvons, un moyen d'aider nos clients. Et il se passait une autre chose très remarquable, c'était notre autorité de contrôle, le Financial Conduct Authority, qui a assigné 8 assureurs en justice pour les faire payer les réclamations des assurés. C'est peut-être un peu bizarre, mais notre autorité de contrôle est aussi le champion des consommateurs ici. Et donc, la Cour suprême a largement condamné ces assureurs à payer jusqu'au plafond de garantie, ce qui, à mon avis, était pour le moins prévisible. Est-ce que ça induit des changements au niveau de la réglementation? Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre justement Pas avec... encore, on attend toujours. Le litige n'est pas finalement bouclé. C'est Mais ça, presque. c'est nouveau dans l'histoire moderne de l'assurance au Royaume-Uni? C'est quelque chose de tout à fait... C'est absolument nouveau. Donc, il y a à peu près 10 ans, le Parlement a chargé notre autorité de contrôle avec cette mission de protéger les consommateurs dans les termes les plus larges. Et nous étions tous très choqués de voir en cours de mars-avril l'année dernière que effectivement, le Financial Conduct Authority a commencé le litige contre les assureurs pour la part des assurés. C'est un miracle, n'est-ce pas? C'est une nouvelle, mais le rôle quand même de l'autorité de tutelle, c'est bien en premier lieu de protéger l'intérêt du citoyen, on est d'accord? Oui, c'est sûr, mais commencer pour payer un litige, une petite fortune pour les avocats, ça c'est du nouveau. C'est la C'est première fois ça. que c'est Donc passé. c'est financé par les fonds, finalement Pas les fonds moi, publics, pas moi, le contribuable, pas par le moi. contribuable, par vous. Donc Oui, oui, oui. vous battez contre la compagnie d'assurance par le biais du C'est régulateur. Bravo. exactement ça. C'est une situation Bon. bizarre. Alors Et, dites-moi, et l'assurance britannique dans le cadre du Brexit, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'environnement macro? Qu'est-ce qui se passe? ouais, il faut pas absolument, j'imagine pas parler de la politique, mais j'ai exprimé un petit peu mes idées personnelles. Pour les assureurs, ils ont absolument perdu le passeport pour souscrire les risques dans l'Union européenne. Moi, je travaille avec des coachs ici sur beaucoup de dossiers en termes de vente, de garantie et en sinistre aussi. Franchement, maintenant, c'est impossible. Tout ce travail a disparu. Et c'est-à-dire, est-ce qu'au passage aussi des assureurs, des grandes compagnies mondiales sont partis pour des questions justement de fiscalité ou Mais autres et sont allés voilà. s'installer au Luxembourg, par exemple? À Dublin, par exemple, où on a un vrai atout pour les assureurs britanniques, on parle la langue de Sa Gracieuse Majesté. Ouais. C'est une destination favorite, Dublin. Amsterdam aussi, et la France, je crois, la France. C'est Fabrice qui va me corriger un petit peu peut-être, mais c'est une attraction pour beaucoup d'assureurs et courtiers aussi. Je travaille avec un grand cabinet de courtiers qui vient de s'installer à Stockholm, je crois, pour essayer de vendre, pour faire le nécessaire pour ses clients partout dans l'Union européenne.
Alors, c'est vraiment excellent. Merci pour ce propos, cher Rodney, pour Avec l'introduction. plaisir, avec Merci plaisir. beaucoup. Et on va maintenant, ce que je vous propose, regardez, vous entendez plutôt écouter donc, ces propos remarquables. C'est qu'on entend d'une part dire que le régulateur du côté britannique Ouais, met la main dans les affaires du business des assureurs pour les ouais, remettre, les ramener à l'ordre et puis surtout engager des procédures judiciaires à leur encontre dans l'intérêt des assurés. On entend dire dans cher Fabrice qu'il est préférable parfois que les États ne s'impliquent pas autant dans la gestion de certaines affaires parce qu'il faut laisser un cours naturel à l'activité, j'imaginais bien dans certains domaines économiques où peut-être la nature même d'une activité peut être ouais, je veux dire dénaturée par une interprétation de certains acteurs institutionnels qui n'auraient pas forcément toute la maîtrise du métier. C'est ce que j'ai bien compris de votre propos, Fabrice. Et puis, on retourne vers le propos de Riesland qui disait que concrètement, oui, on peut mettre en place des partenariats avec les différentes parties prenantes, mais on n'est peut-être pas là à un niveau réglementaire. C'est-à-dire que on ne peut pas faire abstraction de ce qui a été dit en termes d'assurance maladie obligatoire au Maroc, ce grand chantier national. Euh, oui, très bien. On peut, avec de la volonté, servir son client au mieux, mais on entend depuis ce matin que ce n'est pas toujours dépendant de l'organisation elle-même, de sa bonne gouvernance et de ses moyens, qu'ils soient financiers ou digitaux ou humains, évidemment. Et finalement, il y a des contraintes externes qui font que on est exposé à parfois l'impossibilité de réaliser les objectifs stratégiques qui sont posés et surtout de bien servir le client. La question que je pose aujourd'hui, alors évidemment, le régulateur, il est là pour mettre de l'ordre dans tout ça, mais la question que je vous pose à tous, chers panélistes, et dans l'ordre, on va recommencer par Rizdan, qu'est-ce que vous pensez des interventions de vos copanélistes et quelle est votre analyse sur un plan vraiment micro, cette fois, à savoir micro et macroéconomique en termes de ce qu'est l'environnement de l'entreprise d'assurance, qu'elle soit compagnie ou courtier dans le cas de ce que vous faites vous? Écoutez, dans un métier comme celui-là, on a tous besoin les uns des autres. On ne pourrait pas survivre les uns sans les autres. Le métier de Fabrice, c'est un métier qu'on côtoie au quotidien. Il peut être expert assuré pour accompagner dans le cadre d'un sinistre un client à nous. Et pour cela, si vous voulez, c'est notre roc pour pouvoir aider le client à résoudre son sinistre et avoir une indemnité qui correspondrait à justement ce qui est souscrit dans son contrat, mais aussi à la hauteur de ses espérances. Et comme disait Rodney, des couvertures comme celle qu'il a citée, c'est des choses qu'on ne voit pas encore, ou on voit très très peu au Maroc. Une perte d'exploitation aussi développée que celle-là, on n'en voit que dans des grosses structures comme l'OCP ou comme Cosumar, etc. C'est des choses qui ne sont pas encore banalisées chez nous. Et justement, nous, en tant que courtier, notre mission, c'est de banaliser ces couvertures et faire, autant que faire se peut, de donner à nos clients la possibilité de se souscrire ce type de couverture. Il y a des hôtels qui se sont retrouvés en arrêt d'activité suite à la COVID-19 et pourtant, ils n'avaient pas de couverture, alors que c'est une couverture qui existe à travers le monde. Il y a des hôtels, il y a des chaînes hôtelières que nous gérons, nous, en tant que courtier international, à travers des programmes internationaux, qui, eux, ont pu, à travers ces programmes internationaux, avoir la possibilité ou un minime espoir de pouvoir avoir une contrepartie ou une indemnité suite à un arrêt d'activité. Et justement, ce qui serait magnifique, si je peux utiliser ce mot, c'est qu'on puisse main dans la main pouvoir, avec les autorités, bien sûr, et l'aide de Sibachir Bado, par exemple, et des compagnies d'assurance, pouvoir monter des programmes d'assurance qui vont permettre à nos clients d'être bien assurés et avoir un maximum de chances de leur côté de pouvoir, en cas de sinistre ou d'arrêt d'activité, ne pas entraver la poursuite de leur activité. Excellent. Donc, une problématique évidemment de concertation, une nécessité
de pouvoir, encore une fois, répondre aux problématiques du client et de profiter de ce genre de situation tout à fait inédite pour innover. Hein, j'entends bien le terme innovation en termes de produits. Et au fait, l'innovation pour nous, alors que c'est des couvertures qui existent à travers le monde. Il faut juste les banaliser chez nous. Vous voyez, en France, par exemple, la multirisque habitation est une couverture obligatoire. Au Maroc, pas encore. Alors, c'est vraiment des couvertures vraiment qu'on devrait banaliser pour se rapprocher des clients et permettre à tout un chacun d'être rassuré en cas de sinistre. Et c'est ça, enfin, pour moi, c'est notre objectif premier, c'est banaliser les couvertures d'assurance. Donc, vous, en tant que vraiment partenaire de vos clients et conseiller en assurance, est-ce que vous êtes en mesure d'induire la souscription à une police d'assurance non obligatoire telle que la multirisque habitation en démontrant justement l'intérêt d'avoir cette couverture en cas de sinistre? Oui, au fait, on part de case study, de sinistres qui ont déjà eu lieu, de comment nous les avons résolus, quelles sont les couvertures qu'on a utilisées pour justement permettre aux clients de percevoir une indemnité. Et par A plus B, on démontre à notre client qu'il devrait, et nous, en tant que conseillers, nous lui conseillons de souscrire à telle ou telle couverture justement pour éviter d'être face à un arrêt d'activité ou à un sinistre non couvert qui pourrait entraver le bien-être et la poursuite de son activité. Excellent, merci beaucoup Rizlan. Et je vais poser la même question à cher Fabrice, vraiment en focus sur ce qui a été dit par vos chers copanélistes. Quelles sont vos réactions? Effectivement, je suis assez. Il est assez inconcevable qu'une multirisque habitation soit pas obligatoire dans un pays comme le Maroc. Je veux dire, non, mais ça, c'est quelque chose qui. Il y a une pédagogie à faire, non pas forcément uniquement auprès des particuliers, mais peut-être auprès des autorités, parce que là, pour le coup, c'est important. En plus cette couverture-là, vous avez la couverture de la RC pour les enfants à l'école. C'est inclus dedans généralement quand vous souscrivez ce genre de… Donc, c'est plein de choses qui font que ça devrait effectivement être obligatoire, ne serait-ce que pour le bien des gens. Hein. Après, voilà. Rizal a parfaitement raison, nous sommes un écosystème où nous sommes tous des professionnels, où il y a l'éthique, la déontologie, mais également la pédagogie à avoir pour bien conseiller les clients et les orienter vers les bonnes assurances. Elles existent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'assurances qui existent, de contrats qui existent, mais qui ne sont pas souscrits par les assurés potentiels. Parfait. Donc, évidemment, pédagogie, c'est un thème important. Il faut que le client soit au courant des avantages et des atouts. Hein. C'est important d'être dans une logique de prévention. Et donc, encore une fois, ce qu'il faut toujours attendre sur le régulateur pour que le cadre réglementaire oblige l'accès à l'assurance. Je pense que l'assurance doit être considérée non pas comme une obligation réglementaire, mais comme une opportunité Fabrice. Comme une opportunité. Donc, je disais excusez-moi, je pense que vous disiez quelque chose, Fabrice, excusez-moi. Votre micro a été provisoirement éteint par erreur. Non, j'avais rien de particulier. J'opinais du chef. Désolé. J'opinais du chef. C'est ce qu'on appelle les avantages du direct. C'est superbe, c'est naturel, hein. On n'est pas en train de fabriquer, on est bien là, ce n'est pas des hologrammes, c'est bien nous, c'est Fabrice, c'est Voilà, ouais. C'est ça, c'est sûr. Bon, ben en tout cas, ce qui est important, c'est ça, c'est que l'assurance, c'est vraiment plutôt un moyen de raisonner en termes d'opportunité. Hein. On parlait beaucoup de la notion du risque comme étant quelque chose qui peut être intégré au cœur d'une organisation comme opportunité s'il est bien géré et plutôt qu'une menace permanente. Évidemment, ça reste une menace, c'est clair, mais s'en prévenir en tout cas et se prévenir des conséquences de son occurrence, c'est quelque chose de fondamental. Et justement, si je demande à Rodney, qu'est-ce que vous pensez de cette vue sud-nord, nord-sud avec Fabrice qui a été des deux côtés? Vous, du côté vous avez beaucoup voyagé aussi, Rodney, vous connaissez l'international. Quelle est votre vue globale par rapport à tout ça? J'ai deux petites choses à dire peut-être. Ouais. J'aimerais d'abord vraiment remercier Ghislaine et Fabrice. Je viens de les connaître. Nous sommes incroyablement d'accord sur tous ces points.
il faut rester en contact avec le client. Moi aussi, j'ai travaillé comme expert d'assuré et c'est un métier vraiment passionnant. Mais donc, je vais vous choquer tous un petit peu. On vient de parler de la multi-risque habitation. C'est pas obligatoire du tout ici au Royaume-Uni. Oui, il y a plus ou moins un quart de familles ici qui n'ont pas cette garantie. Moi, ce matin, je suis dans les mains de la Royal Sun Alliance, je suis bien protégé, mais mes voisins, je n'ai aucune idée. Donc, c'est pas obligatoire du tout ici. C'est choquant. Un exemple quand même d'assurance au Royaume-Uni. Alors, j'entends ce que vous dites. Les contrats qui sont obligatoires ici, bien sûr, ce sont les contrats automobiles, les risques tiers, c'est normal, et les contrats à responsabilité civile pour les employeurs, Employers Liability Insurance. C'est obligatoire ici, mais pour les autres, c'est très rare de voir un contrat obligatoire ici. Parfait. Peut-être ça, c'est le pays de la liberté, je ne sais pas, je n'oserais pas le dire, c'est ridicule, franchement. Allons-y. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur si vous avez accès à des informations au niveau du marché? Et je pose cette question de manière un peu dans le sens des échanges. On a parlé de l'assurance, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la réassurance? Vous avez une grande place mondiale de la réassurance au niveau du Lloyd's. Comment se porte le Lloyd's de Londres aujourd'hui? C'est pas mon domaine, franchement. Je comprends. Ce que je pourrais dire maintenant ici, nous avons un marché très dur. Hard market, ça s'appelle en anglais. Les primes sont en train d'augmenter. J'entends parler d'un triplement de primes, spécialement au niveau de risque RC, responsabilité civile professionnelle. On l'appelle aussi directors and officers, mandataires sociaux, je crois en français. Oui. Il y a largement un triplement de primes ici, jusqu'au moment quand les clients sont à genoux. Les clients n'ont plus d'argent, forcément. Et on leur demande à tripler le prix. Il y a très peu de logique ici. Bon, écoutez, j'espère que les choses s'arrangeront. En tout cas, il faut rester optimiste. Je vous propose maintenant… Je suis toujours optimiste. Hein? Totalement, Rodney. Je vous connais pour cet optimisme, en tout cas. C'est pour ça que j'ai utilisé ce principe. Et donc, je vais proposer qu'on fasse un dernier tour d'horizon à nos très chers co-panélistes qui nous font un brillant… pardon, cher Rodney. Très bien. Je voulais proposer qu'on fasse un dernier tour d'horizon avec nos chers co-panélistes pour dire de votre point de vue, que vous nous disiez exactement quelles sont pour vous les perspectives pour un avenir proche. On ne peut pas raisonner à horizon très lointain. On sait bien que les cycles sont de plus en plus courts de par ce qui nous arrive notamment. La transformation digitale a accéléré la réduction des cycles, c'est un jeu de mots, mais réellement. Et donc, de votre point de vue, commençons par cher Islen, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que sont, de votre point de vue, avec l'analyse que vous voulez, donc rappelez-vous, on a les 3 compartiments, macro, micro ou les organisations. On rappelle bien que le micro, c'est toutes les parties prenantes. On a beaucoup parlé d'environnement micro de l'assurance aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de perspectives pour un avenir proche, en termes de nouvelles tendances ou de tendances installées qui vont se maintenir? Si, comme disait tout à l'heure Sébastien Badou, on arrive au niveau de leur autorité, pouvoir vulgariser la transformation digitale et créer de nouveaux opérateurs de distribution outre que les courtiers et les agents, ça va nous permettre, nous courtiers, justement, d'avoir des plateformes à travers lesquelles nous pouvons vendre des produits d'assurance et pas seulement faire des devis. Et donc, on se rapproche un peu de notre client, on se digitalise un peu plus à travers de la vente par Internet, mais aussi du conseil, parce qu'à travers ces plateformes, on peut créer des échanges entre nous et les prospects ou les futurs clients, pouvoir les démarcher, mais aussi avoir des partenariats un peu plus développés avec des plateformes comme Dabadoc qui permettent la téléconsultation, comme ce qui est le cas en France, avoir la possibilité d'avoir des montres connectées qui suivent la santé de l'assuré. Et justement pouvoir remonter à l'assureur toute cette data et à travers cette data pouvoir nous-mêmes faire jouer cette data en faveur du client à travers des renégociations de contrats en disant
par exemple, que notre client a des salariés en bonne santé. Et j'espère que dans un futur très, très proche, on arrivera aussi à vulgariser l'assurance et vulgariser un certain nombre de couvertures, notamment la multirisque habitation, des couvertures comme le vol, enfin, dans le cadre de l'affinitaire, comme des couvertures pour les smartphones, des couvertures ou garanties pour les PC portables ou des garanties pour les rachats de garanties pour les voitures. Développer l'assurance affinitaire. Pour moi, c'est l'avenir au Maroc et je pense qu'on devrait se concentrer, que les opérateurs devraient se concentrer sur ce type de couverture parce que ça va finir par arriver. Excellent. Donc, moi, je cite au passage quelqu'un qui nous soutient dans cet événement de 212 Assurances, donc, dont François-Olivier Dean, le fondateur, me disait il y a à peine quelques jours qu'il a réussi à mettre en place, avec l'accord de l'autorité de tutelle, un produit d'assurance affinitaire sous forme d'extension de garantie pour l'électroménager, en relation avec un opérateur que je ne vais pas citer pour ne pas faire trop de noms commerciaux, mettre nos commerciaux devant, mais que ça fonctionnait très bien et que le coût de la couverture d'assurance, alors il s'adossait à un bureau direct d'une compagnie réputée de place, et donc le coût de la couverture n'était que de 9% pour 3 ans d'extension de garantie du coût d'achat du produit. Donc on commence à développer l'affinitaire et je pense que c'est un sujet qui est important pour les années à venir parce que justement ça permet aussi d'augmenter les activités d'assurance. Cher Fabrice, votre mot de perspective d'avenir vraiment en vision de ce que vous voyez du point de vue d'évolution de l'écosystème assurantiel avec ses partenariats, les différentes parties prenantes dans la globalité de par les nouveaux rapports qui existent aujourd'hui et les nouveaux modèles économiques. Un clin d'œil à Rodney. Pour expertiser un immeuble, on dit toujours location, location, location. Eh bien, pour l'avenir de tout ce qui est assurantiel, je pense que c'est data, 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 comme disait Rislan. C'est savoir être agile avec la data, savoir la collecter, savoir l'utiliser, tout en restant éthique, naturellement, parce qu'il y a des limites aussi à l'utilisation de la data. Mais c'est ça qui fera qu'on arrivera à développer énormément l'influence de l'assurance dans de nombreux pays. Excellent, merci beaucoup. Et on va laisser merci cher Fabrice pour Rodney la conclusion pour sa part avec les perspectives pour un avenir proche. Qu'est-ce que cher Rodney souhaiterait voir de réalisable, j'entends bien, se mettre en œuvre au niveau du monde de l'assurance? Rodney? Voilà, là, je suis de retour, j'espère. Hein? Voilà, ce qui m'a vraiment frappé pendant les 12 mois plus ou moins de confinement, c'est une augmentation dans le nombre des étudiants qui passent le diplôme professionnel. Donc, nous faisons la formation à distance et un miracle incroyable. On peut passer ces examens Chartered Insurance Institute à distance maintenant. On peut le faire dans sa propre cuisine, si j'ose le dire. Et donc, ça, je suis vraiment encouragé pour l'avenir, puisqu'il y a énormément de personnes plus jeunes que moi, si j'ose le dire, gagnent le diplôme dans cette période difficile, pour dire le moins. Clairement. Et quand vous parlez des formations diplômantes, certifiantes ou des habilitations professionnelles telles que celle du Chartered Insurance Institute, on ne peut pas s'empêcher de faire référence aux propos de Bachir Badou, directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de l'assurance, qui nous a fait l'honneur d'inaugurer cette journée assurantielle, ou dédiée à l'assurance plutôt, il y a quelques instants, et qui nous disait à quel point le sujet des compétences était vraiment bien une préoccupation des compagnies d'assurance, notamment en ce qui concerne les nouvelles générations, avec un rajeunissement de la population active. J'imagine que c'est la même chose au Royaume-Uni, qu'il y a des nouveaux entrants de permanence dans le secteur qui sont formés et habilités aux meilleures normes du métier. J'imagine aussi que le sujet de l'éthique va être un sujet omniprésent dans les années à venir. Il est déjà, mais que ces grands scandales, j'entends bien que c'est presque un scandale, hein, ce que vous me dites au Royaume-Uni en termes de refus de certaines compagnies de jouer leur rôle
vis-à-vis de leurs clients et d'honorer leur contrat va entraîner tout un questionnement sur les règles du jeu, sur la manière dont les parties prenantes d'abord sont réglementées pour parler des compagnies d'assurance, mais également de quelle manière le service qui est accordé par ces dernières à leurs clients et la qualité de la relation client, on le sait tous pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas du domaine de l'assurance. On a ouvert cette journée à des personnes non professionnelles de l'assurance, évidemment, pour mettre en valeur le rôle que joue le secteur de l'assurance dans la structuration de l'économie et des sociétés. Mais on est sur une chaîne de valeur inversée, donc ça veut dire qu'il faut attendre qu'il y ait sinistre pour qu'il y ait réellement je ne parle pas de la prestation de conseil dont a si bien parlé Rizel, mais que la vraie prestation pour laquelle le client signe un contrat, c'est l'indemnisation en cas de sinistre. Et cette dernière n'a lieu qu'après l'occurrence d'un sinistre. Donc, on a bien sûr besoin de garder à l'esprit que cette relation avec le client n'est pas qu'une relation de gestion de la sinistralité et d'indemnisation, mais c'est surtout une bonne relation de conseil en amont pour permettre de choisir les bonnes garanties, de ne pas trop se couvrir enfin de faire le choix entre ce qu'on retient en interne dans l'organisation et ce qu'on sous-traite à l'assureur, quelque part, pour le résumer de cette manière, d'une manière assez simpliste, mais surtout de tenir compte aussi du fait qu'autour de la prestation d'assurance, il y a bien d'autres services, il y a bien des prestations qui sont connexes. On peut parler de l'assistance, on peut parler des services médicaux dont parlait Rislaine avec des applications qui se connectent évidemment au sujet de la matière assurable. Bref, in fine, la conclusion, c'est de dire que les efforts de partenariat qui peuvent être consentis au niveau des écosystèmes du secteur de l'assurance doivent viser une finalité absolue, celle de servir l'intérêt du consommateur, l'assuré en question, qu'il soit un consommateur, donc grand public, un citoyen, je voulais dire, ou que ce soit une organisation, mais de le faire surtout dans le cadre du respect de la réglementation et au passage de s'assurer que la crise de transition, ou plutôt la situation de transition que nous vivons aujourd'hui, soit considérée à juste titre comme une situation d'opportunité pour revoir la feuille de route et pour améliorer la dimension économique et sociale du rôle de l'assurance vis-à-vis évidemment de ses assurés. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier panel d'experts. Je rappelle le thème qui avait été choisi, donc c'était partenariat stratégique et développement dans le secteur de l'assurance. Nous avons eu 3 experts de renom qui ont fait un effort remarquable et surtout une prestation exceptionnelle pour nous raconter comment, de leur point de vue en tant que partenaire des compagnies d'assurance, experts métiers, experts du conseil, ils ont analysé les problématiques à un niveau très opérationnel, fait preuve de beaucoup de pertinence en termes de recommandations sur des avenues de réflexion à suivre, toujours en regardant l'intérêt des différents acteurs de cet écosystème, d'une part la compagnie, d'autre part le client, et eux-mêmes étant entre les deux ou en amont, en aval des opérations d'assurance. Cette notion évidemment d'être dans l'écoute, d'être dans l'entente, d'être dans la co-construction avec des références et des appels et des invitations, j'ai entendu bien ouvertes à la fédération également d'inviter au débat certaines réflexions menées par le courtage. On a entendu ce propos, Rislaine, merci beaucoup. Et donc, dans cette logique évidemment de réflexion, et je sais que la Fédération des assurances discute avec beaucoup de rapprochement avec la Fédération des intermédiaires, et ça va de soi, donc ça fait partie des prérogatives qu'ont les fédérations entre elles. En tout cas, merci d'avoir suivi ce panel. Nous arrivons à la conclusion. Nous allons prendre un temps de 10 minutes de pause. Ça vous permettra d'aller à vos occupations, de vérifier si vos contrats d'assurance sont à jour. Et je vous demande de bien revenir exactement pour un moment énorme. Déjà, un grand merci à nos panélistes. Merci à vous 3. Nous allons continuer sur un sujet qui est très important. Donc, après ces 10 minutes de pause, nous reprenons exactement à 11h40 GMT, donc heure du Maroc, et 13h40 GMT plus 2, heure de Paris. Et pendant 20 minutes, nous allons écouter un expert absolument remarquable, quelqu'un pour qui j'ai énormément d'amitié, puisque j'ai le plaisir de connaître depuis de longues années Norbert Girard. Il parlera de l'assurance et transition digitale. Quels impacts sur les organisations, les métiers et les compétences. Je vous dis à tout à l'heure. Merci de votre attention.